Boninsegna. Ancora Boninsegna, tiro, rete, Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro, dal limite dell'area, Boninsegna, ottavo... Derrière ces images de liesse de tifosi se cache une réalité plus tragique, celle d'une Italie ébranlée par une guerre civile larvée. Au tournant des années 70, le pays en plein essor voit l'émergence d'une radicalisation politique portée par des groupuscules terroristes d'extrême gauche comme d'extrême droite. C'est dans ce contexte explosif que de 1969 à 1974 est mise en place la stratégie de la tension, une vague sanglante d'attentats et d'assassinats menés par des phalanges néofascistes. Cette période nous plonge dans les dédales les plus obscurs du pouvoir, où se joue un jeu trouble, fait de manipulation et de pression tant nationale qu'internationale, qui firent trembler la démocratie italienne jusque dans ses fondations. Libéré du fascisme par les Américains en 1944 et membre de l'OTAN depuis 1949, l'Italie, dans le contexte de la guerre froide, est considérée à l'Ouest comme une place forte à défendre face au bloc soviétique. L'Italia è un paese naturalmente sotto peculiare tutela della NATO, perché per l'appunto vi è la presenza del più grande partito comunista dell'Europa occidentale e che è l'unico nella casistica europea occidentale che rischia davvero di poter vincere le elezioni in maniera legale. Questo quindi rappresenterebbe un gravissimo problema, perché porrebbe il dilemma su che cosa fare: accettare l'esito delle elezioni e quindi lasciare che il Partito Comunista, che afferisce al nemico sovietico, governi il paese, oppure intervenire. La construction de cette digue anticommuniste est confiée à la démocratie chrétienne. Au pouvoir depuis 20 ans, le parti de centre-droit s'appuie sur le CID, les services secrets italiens, pour combattre le péril rouge. C'est dans ce contexte que certains hommes forts de cette organisation élaborent une périlleuse stratégie. Ils scellent une alliance avec les organisations néo-nazies d'Ordine Nuovo et Avanguardia Nazionale à l'occasion du congrès de l'Institut Polio. La rencontre de 1965 est effectivement un moment tout à fait important de convergence donc, entre un certain nombre d'acteurs, représentants de l'armée, des services secrets, militants d'extrême droite. C'est à ce moment-là que sont théorisées certaines stratégies consistant à déstabiliser pour stabiliser, c'est-à-dire se répand l'idée suivant laquelle eh bien, on peut soi-même fomenter des désordres, faire en sorte qu'ils soient attribués à l'extrême gauche pour dresser la population contre l'extrême gauche. Et c'est cela qui sera appelé donc la stratégie de la tension, c'est-à-dire créer le chaos pour amener donc un régime d'ordre. Nel gioco della strategia della tensione nessuno si fida di nessuno. Anche laddove servizi segreti, poteri politici, gruppi di estrema destra trovano delle convergenze per interesse, è sempre una convergenza strumentale. Ognuno teme di essere scaricato, di essere strumentalizzato e quindi ognuno si prepara dei piani B, dei piani C. Uno dei piani B o dei piani C, ad esempio dei gruppi di estrema destra, è quella di dire: d'accordo, io partecipo al gioco che mi viene proposto dal potere politico e dai servizi segreti, ma a un certo punto, se capisco che la situazione è abbastanza avanzata,
io forzo la mano e provo a fare il colpo di Stato, provo a buttare giù il sistema, anche se il potere politico e i servizi segreti non lo vorrebbero in quel momento. Une partie extrêmement dangereuse se met en place. Le personnel politique et les services secrets pensent-ils réellement pouvoir tenir la bride de leurs hommes de main? Sont-ils conscients, ou pire, complices de cette stratégie qui fait peser un danger mortel sur la démocratie italienne? Alors qu'une véritable toile noire s'étend au cœur même de l'État, la société italienne vit un rêve consumériste. À l'opposé de l'image d'Épinal de ce capitalisme triomphant, une mouvance contestataire de gauche organise sa lutte et tente d'imposer une autre vision du monde face à celle des forces conservatrices. On assiste dans les années 60 à une croissance continue du Parti communiste italien, mais qui va être peu à peu contestée sur sa gauche par une partie de la jeunesse, une partie de ces ouvriers qui se trouvent dans le Nord, qui considèrent que le Parti communiste ne va pas assez loin dans la contestation donc, de l'ordre capitaliste et de l'ordre établi. Donc se développe un très fort mouvement qu'on appelle l'automne chaud en 1969, une protestation très importante. Sembra in qualche modo che la paura di questa minaccia comunista cominci a trovare concretizzazione in questo movimento di popolo. Sembra essere quell'armata che dal basso può arrivare a prendere la Bastiglia. Sta bruciato tutto. E quindi iniziano le reazioni. Inizia, vale a dire, a mettersi in campo tutto quel sistema di strumenti non ortodossi controrivoluzionari per cercare di arginare questo movimento che è percepito come non direttamente guidato dal Partito Comunista, ma che potrebbe facilmente mettersi a servizio del Partito Comunista. Ed è proprio in quel frangente, per l'appunto, che si arriverà alla decisione di mettere in campo la prima strage in tempo di pace che l'Italia conosce nel secondo dopoguerra. È lo sdegno della nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto. C'est la colère de la nation que je veux exprimer devant cet acte de barbarie criminelle et absurde, sans précédent dans l'histoire de notre pays. Tout sera mis en œuvre pour découvrir et punir ceux qui ont détruit des vies humaines et blessé l'âme de notre pays. Immediatamente scattano indagini, però già preordinate, per attribuire la responsabilità a piccoli gruppi anarchici che sicuramente non né volevano né sarebbero stati in grado di avere un piano di azione così coordinato. Quindi è la pista anarchica che ovviamente deve aiutare a questa risposta di ordine, di sicurezza, di conservatorismo, di legalità, che ha l'idea che muoveva la campagna di attentati. Tout sera fait pour désigner le militant anarchiste, Pietro Valpreda, comme responsable de cet attentat. Toutefois, les véritables cerveaux du massacre ne seront connus que des années plus tard. Ils s'appellent Franco Freda et Giovanni Ventura, deux militants du mouvement Ordine Nuovo qui ont bénéficié de l'aide logistique et de la protection des services secrets.
per gli estremisti di destra. Un'azione di quel tipo, una strage di quel tipo, dovrebbe aprire la strada a tutto un percorso che potrebbe potenzialmente portare a un pronunciamento militare, quindi a un colpo di Stato. Un percorso a ritroso che potrebbe iniziare con la dichiarazione di uno stato d'emergenza da parte del Presidente del Consiglio in carica. Au lendemain de l'attentat, 300 000 personnes sont présentes pour honorer la mémoire des victimes. Face à cette mobilisation populaire, le Premier ministre Roumort renonce à la tentation de déclarer l'état d'urgence. C'est un véritable camouflet pour l'extrême droite qui attendait cette décision politique forte. Un accord tacite avait-il été passé ? Le gouvernement était-il au courant de ce qui se préparait ? Ou l'extrême droite a-t-elle simplement fantasmé une telle complicité ? Dans ce contexte, le dessein du CID tourne également au fiasco, car la peur du terrorisme rouge ne s'installe pas dans la population italienne. In momenti come questi bisogna stare attenti a non confondere, a non mettere tutto insieme. Atti come questo, come l'attentato di Piazza Fontana e altri simili, con il presunto disordine degli scioperi. Questi sono atti criminali e invece lo sciopero è segno del buon funzionamento della democrazia. L'échec de l'action de Piazza Fontana pousse les stratèges de la tension à passer à la vitesse supérieure. Désormais, l'alliance des extrémistes s'agrège à la personnalité de Giunio Valerio Borghese, une gloire de l'armée mussolinienne, qui porte en coulisses le projet d'un coup d'État. La question de l'avenir de l'Italie s'invite sur la scène internationale, au point que les États-Unis surveillent de près la situation. Un des ennemis les plus grands que nous avons dans notre pays, c'est les communistes. Ça ne me gêne pas du tout de vous dire que si on pouvait les exterminer, je serais très content parce que ça libérerait notre pays. La nuit entre le 7 et le 8 décembre 1970, l'opération commence. On a des militants de Ordine Nuovo di Avanguardia Nazionale qui arrivent de toutes les régions de l'Italie. Il y a aussi des colonnes armées guidés par des ex-fascistes qui étaient maintenant à des hauts niveaux militaires, qui sont prêtes à entrer dans la ville. On sait que le CID savait très bien qu'est-ce qui était en train de se passer. Tout est prêt, tout est en position, et à minuit, le compte-ordre arrive. Alors le compte-ordre, il faut aborter l'opération, il faut cacher toutes les traces. Il y a la suspicion que le compte-ordre soit arrivé directement des Américains. Gli Stati Uniti erano perfettamente informati dei piani di Borghese, ma avevano dato un appoggio molto tiepido, perché sarebbe stato pericoloso e controproducente, avrebbe provocato una forte reazione delle forze di sinistra che sarebbe diventata incontrollabile. Quindi non diedero il loro benestare finale. Il faut préserver la démocratie, une démocratie qui peut être musclée, le cas échéant, mais ils ne sont pas favorables a priori au retour, sauf, encore une fois, circonstances exceptionnelles, à l'arrivée d'un pouvoir fasciste, donc en Italie. Alors que la démocratie italienne est poussée au banc du gouffre, Washington comprend que la démocratie chrétienne, dont l'obédience atlantiste est sans faille, est une garantie suffisante pour garder la stabilité du pays. C'est ainsi que les appareils d'État les plus mêlés à la stratégie de la tension commencent à couper les ponts avec l'extrême droite putschiste. Il fallimento molto misterioso, anche un po' patetico, del golpe borghese, quasi l'inutilità, si potrebbe dire, se vogliamo stare nella cinica logica degli estremisti di destra, della strage di Piazza Fontana, comincia a instillare il dubbio nei più fanatici di questi movimenti. Cominciano a sentirsi traditi e quindi i più fanatici, i più duri cominciano a chiedersi se effettivamente ci sia uno spazio per agire o se sia soltanto dei burattini in mano a servizi segreti a livelli politici più o meno oscuri. Pronto? Senta, vorrei dirle
che Glasé, una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada di Poggio Terza Armata a Savogna. Les responsables de cet attentat sont trois membres de Ordine Nuovo, militants locaux, parmi lesquels Vincenzo Vinciguerra, qui, dans les années 80, va décider de se constituer à la police et de raconter, déjà de dire que c'est lui le coupable, et de raconter pourquoi il a fait cet attentat, qui est assez particulier parce qu'il s'agit d'un attentat contre les forces de l'ordre. Vincenzo Vinciguerra, catanese, 40 anni. Lei è l'unico reo confesso di una strage. Ecco, uccidendo dei carabinieri, che cosa contavate di ottenere? Contavo di lanciare un segnale perché venisse meno questa strumentalizzazione che veniva fatta dal mondo neofascista, da parte dei suoi dirigenti, che non potevano continuare a frequentare gli stati maggiori e i servizi di sicurezza e contemporaneamente proclamare la guerra al sistema. La strage di Bedeano crea una cesura, perché se fino a quel momento, seppur guardandosi in cagnesco, c'era una convergenza strumentale che teneva assieme tutti questi vari livelli della strategia della tensione, dopo quel maggio 1972 i rapporti diventano molto complessi, cioè frange dell'estremismo di destra che fino a quel momento erano rimaste abbastanza coese nel relazionarsi e nello stare dentro la strategia della tensione, cominciano a muoversi per conto proprio e a rendere sempre più confusa, si potrebbe dire, la seconda fase della stratégie de la tension. À partir de 1973, plusieurs enquêtes de magistrats indépendants lèvent le voile sur les alliances contre nature à l'origine de la stratégie de la tension. Désormais, ce n'est plus qu'un conglomérat de jusqu'au-boutistes, de l'extrême droite et du CID, qui tentent comme un barreau d'honneur de faire valoir la piste anarchiste de ces actes terroristes. Una bomba di fabbricazione israeliana lanciata davanti alla questura di Milano provoca una strage. Gianfranco Bertoli, l'attentatore, è catturato. Alors qu'il est pris, il hurle « Viva l'anarchia » et il se définit tout de suite comme un anarchiste. Ce qui va ressortir des enquêtes qui vont suivre cet attentat, c'est déjà que Bertoli n'est pas anarchiste, il est néofasciste, il est proche du réseau di Ordine Nuovo. Mais cette ultime tentative ne trompe personne. L'hypothèse anarchiste est désormais balayée. La rue italienne comprend qu'on lui a caché la vérité. Dans la population se répand la thèse de la strage di Stato, du massacre d'État, ou encore du doppio Stato, donc l'État double, l'État profond, c'est-à-dire un État démocratique de façade et une partie des services secrets ou des responsables qui ont effectivement des complicités avec les terroristes. C'è la necessità ormai di rispondere alle pressanti richieste popolari che hanno capito che è stato giocato un gioco perverso contro gli anarchici e che ormai chiedono verità, giustizia, il tempo delle controinchieste. In questo contesto la magistratura finisce per disciogliere per autorità prima Ordine Nuovo e poi Avanguardia Nazionale per ricostituzione illegale del partito fascista e per tutta la loro attività di stampo eversivo. Au début de l'année 1974, la stratégie de la tension prend un nouveau tournant. L'extrême droite, en plein déclin, est mise au banc des accusés. Les opérations pour démanteler ses réseaux se multiplient, alors que son ennemi héréditaire, le PCI, a le vent en poupe.
Le plus puissant des partis communistes d'Europe occidentale, il a 1 700 000 adhérents, poursuit sa lente progression dans la société italienne. Le Parti communiste italien affiche désormais un nouveau visage. Son nouveau secrétaire, Enrico Berlinguer, s'affranchit de la tutelle soviétique et place sa formation politique dans la situation d'être un potentiel parti de gouvernement. C'est aussi un moment où la situation internationale change. Les dictatures de l'Europe méditerranéenne sont en train de tomber. Donc, on a le Portugal de Salazar, Franco qui est en fin de vie, on a la Grèce des colonels et surtout, on a, pour ce qui concerne l'Amérique, la fin de l'administration Nixon. Donc, on a des changements à l'intérieur de l'appareil étatique italien assez importants. Et du côté de l'extrême droite, clairement, c'est un changement radical. Donc, il y a vraiment un moment où ils se sentent complètement perdus. Ils ont perdu, ils sentent que l'État les a trahis. Et ils décident de changer de stratégie. Come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... Il s'agit d'un attentat très différent, déjà parce que les néofascistes ont commencé à agir de façon autonome par rapport aux services secrets, à l'appareil étatique, à tous les liens qu'ils avaient avant. Donc on peut le voir un peu comme un attentat d'intimidation, parce que c'est quelque chose qui est très défini contre les adversaires politiques. Per la prima volta a Brescia si registreranno i fischi alle autorità, alla Presidenza della Repubblica, quindi si avvertirà quello scollamento ormai definitivo fra la società civile e un governo giudicato, se non addirittura complice, ma quantomeno incapace di fermare le stragi. Il sistema politico capisce che ormai non è più gestibile questa situazione. Tutti questi livelli che sono stati sfruttati in maniera più o meno cinica di realpolitik fino a quel momento devono essere eliminati. Nel 1974 si registrerà per la prima volta nella storia repubblicana il più grande ricambio ai vertici dei servizi segreti. Viene arrestato il capo del servizio di informazione e difesa, il generale Miceli, a seguito di un'indagine svolta da magistrati in Veneto, e si scopre che è stato partecipe dei tentativi di golpe di quegli anni. Certains sont sacrifiés pour sauver le 90%. Et surtout pour chercher de sauver l'organisation, parce qu'après le CID est réformé dans les années 77, mais on change, on change le nom, on change un tout petit peu l'organisation, mais à la fin on garde presque tout. Malgré la fin de la stratégie de la tension, l'extrême droite continuera à mener en cavalier seul sa politique de la bombe jusqu'en 1980, l'année de l'attentat sanglant de la gare de Bologne, qui fit 85 victimes. Aujourd'hui encore, la toile noire n'a pas révélé tous ses mystères, et les véritables cerveaux de cette stratégie n'ont toujours pas de nom. L'écrivain et cinéaste Pier Paolo Pasolini dira plus tard: Je sais. Je connais les noms de ceux qui ont géré la stratégie de la tension. Je le sais car je suis un intellectuel qui relie des faits éloignés, qui rassemble des pièces éparpillées et qui rétablit la logique là où il semble régner l'arbitraire, la folie et le mystère. Je sais, mais je n'ai pas les preuves ni même les indices.